parler de manière directe et parfois même de dire des choses qu'on ne pensait pas que lui est un homme réservé, un homme discret, presque secret, a sorti parfois quelques secrets de délibération des audiences. Donc c'est un Joseph Kabila que nous allons redécouvrir pour notre émission, pour que nous puissions situer la part de notre devoir comme citoyen par rapport aux propos du chef de l'État. Nous allons aussi effectivement rapidement passer en revue la grande avancée de cette semaine, qui est la fin du processus d'enrôlement. Nous avons donc enfin terminé l'enrôlement des électeurs. La CENI est en train de consolider les derniers chiffres. Peut-être que nous aurons un chiffre consolidé dans les jours qui viennent. Il faudra simplement qu'on attende au mois de juillet l'enrôlement des Congolais et des étrangers qui sont, eux, simplement, ils vont faire l'élection présidentielle. Nous allons donc dans une année, camp un camp vers l'objectif de cette élection présidentielle. Évidemment, nous allons évoquer, si nous avons encore le temps, ça fait une année que Étienne Tshisekedi a quitté la terre des hommes. Plusieurs messes de commémoration ont eu lieu, triple commémoration, tout cela. Si nous avons un peu de temps, nous allons en parler. C'est beaucoup de sujets, c'est beaucoup de commémorations, c'est en même temps une obligation de perspective. L'émotion ne doit pas nous arrêter, c'est de tracer le chemin par l'intelligence qui est notre devoir. Merci donc, bonsoir à tous d'être là. Cette émission, nous la voulons une émission d'analyse profonde. L'émotion est passée. Ceux qui ont aimé la conférence de presse l'ont dit, ceux qui ne l'ont pas aimé l'ont dit. Ceci a déjà été fait et nous avons tout suivi. Maintenant, nous voulons aller au fond de ce qui va rester dans l'histoire. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Qu'est-ce qui a vraiment été dit par le président de la République? Alors, je salue d'abord José Nawé, avec qui nous avons commencé. Bonsoir José, éditeur du journal Forum des As et républicain, comme il n'y en a pas beaucoup dans ce pays. José Nawé, d'abord la symbolique. Je voudrais que nous puissions commencer par qu'est-ce que vous avez retenu? Moi, je pense qu'il y avait une symbolique. Nous étions à la Rotonde. C'est quand même un endroit où, il y a 20 ans, nous étions à ce même endroit pour une conférence. Qu'est-ce que vous avez retenu comme symbole par rapport à cette conférence avant qu'on aille dans le fond? Oui, d'abord, le premier des symboles, c'est que la conférence a eu lieu le 26 janvier. Et le 26 janvier, c'est la date fondatrice du pouvoir Kabila fils. S'il a été coopté une dizaine de jours plus tôt, c'est le 26 janvier, et autre symbole, dans la même rotonde, qu'il prêta serment. Et c'est le même 26 janvier, dans la soirée, qu'il fit, excusez mon passé simple, je crois qu'il paraît s'imposer, qu'il fit son premier discours. C'est le même jour qu'il a tenu son premier discours d'investiture. Et donc, pour le président, c'était une date symbolique, hautement symbolique. Et toujours dans la symbolique, le discours lui-même est un symbole. Avant d'analyser le contenu, les camarades verront ça, mais le discours lui-même, que fait le président ce jour-là? Eh bien, il prend tous les confrères présents de court, parce qu'on se disait, voilà, le président va faire une conférence de presse de manière classique, et même le mandat du journalisme, c'est une conférence de presse, c'est un bref liminaire fait par une personnalité qui est censée annoncer une nouvelle importante, et puis le reste, c'est des questions-réponses. Et puis, même le moins doué de journalisme, c'est un chef d'État qui n'accepte pas une avalanche. Ces jours-là, non seulement le président a remonté sa gouvernance
avez encore la parole quelques secondes. Le fait que le président de la République a habitué les Congolais à ne pas parler, et il a fondé sa gouvernance sur le mythe du silence. Est-ce qu'il n'a pas pris un grand risque en voulant aller à l'autre extrême, à beaucoup parler? Oui, ça c'est une question de communication, pas seulement pour de communication tout court. Le risque c'est de passer d'une extrême d'une extrême à l'autre. Mais le problème c'est que cet argument peut être balancé parfois par une avalanche de critiques. Vous savez, il y a aussi un autre dicton qui dit mot consent. C'est que finalement, le président, son silence, ça s'est avéré, nous l'avons écrit plusieurs fois, un couteau à double tranchant. C'est vrai qu'il faut se taire, mais à un moment donné, quand vous taisez, les gens disent finalement, c'est vrai. Le même président en 2006, il avait joué les porteurs 2. Je ne suis pas très fameux des porteurs 2. Et puis à un moment donné, voilà. Et puis après, lui-même a dit non. Maintenant, je donnerai beaucoup. Alors, j'ai fini par là, ça m'échappe. Et quand vous voyez toute sa communication, c'était une espèce d'argument prodomo à la Cicéron. Ça veut dire quelqu'un qui veut finalement dire on est mieux jamais servi que par soi-même. Avant que, j'allais dire Diana, je vais dire ça, avant que tel et tel me défende, que je me défende quand même moi-même. Je ne veux pas laisser... Avant que je cite l'exemple que Jésus lui-même a commencé par prêcher pour sa propre chapelle avant que Pierre et les autres... Très bien, merci José Nawé. John Ngomba, nous sommes des communicateurs, nous sommes des journalistes, nous avons appris un certain nombre de principes dans le domaine de la communication. Nous prenons plus temps d'étudier la nature et ce qui a été mis en place. Quel style, quel est le... Quand vous avez suivi cette conférence de presse, en termes de communication, quelles sont les méthodes de travail? Qu'est-ce que l'on peut dire? Ouais, je voudrais d'abord noter avec un communicologue contemporain, Dominique Colton, qui dit que la communication politique, parce que dans l'espèce, il s'agissait bien d'une communication politique, je parle du président, et l'espace où s'échangent les discours contradictoires des trois acteurs qui ont la légitimité à s'exprimer librement. Ces trois acteurs sont les hommes politiques, les journalistes et l'opinion publique. Je pense que les trois étaient réunis pour les faire imposer. Alors, si je vais vers les théoriciens, Larsuel, Marc Bouillon, je retiens essentiellement deux choses. D'abord, nous partons du schéma basique de l'émetteur et du récepteur, et du canal. L'émetteur, en l'occurrence, c'est le président Kabila. Et je crois que les confrères, la presse, n'a été que les canaux. En réalité, le président ne s'adressait même pas aux journalistes. Le président s'adressait à un émetteur qui était au-delà des journalistes et même au-delà même du Congo. Un récepteur. Un récepteur plutôt, excusez-moi. Les récepteurs se trouvent à deux niveaux. Vous avez un récepteur local, c'est-à-dire le Congolais, et à deux niveaux aussi, parce que vous avez l'élite, l'intelligentsia, et puis vous avez monsieur tout le monde. Et vous avez le deuxième émetteur qui se trouve au niveau de ce que le président appelait les partenaires. Il est revenu régulièrement là-dessus. Et ces partenaires, c'est la nébuleuse communauté internationale dans laquelle vous retrouvez aussi bien les États que des organisations. Alors, à chaque niveau, aux deux niveaux, le président avait des discours précis qu'il adressait aux partenaires, c'est-à-dire à la communauté internationale. Et puis, un discours précis qu'il adressait aux Congolais, au niveau de la classe, de la classe politique, de l'intelligentsia, et puis les Congolais lambda, on va dire ça comme ça. Bon, on reviendra dans la quintessence des discours et tout ça. Et puis,
le deuxième niveau sur lequel je voudrais intervenir, c'est au niveau de la gestuelle. Parce qu'aujourd'hui, quand même nous qui nous exprimons ici, on ne s'en rend pas compte. C'est très fort. Et quand vous analysez la gestuelle du président, vous vous rendez compte que le président Kabila a rythmé sa gestuelle par défaut. Il a voulu être précis. Il a voulu être tranchant. Précis et tranchant. En somme, les messages qu'il a voulu faire passer, c'est que, on va le dire de manière triviale, trop c'est trop, il faut arrêter, nous allons nous assumer. Voilà ce que je peux dire de l'analyse de la communication du président. Merci beaucoup, John Gomba. Alors, le président a parlé, il y a une symbolique, il y a une méthode, mais il y a le contenu, il a dit des choses, il y a quand même eu des informations, il y a quand même des choses inédites. Je voudrais quand même, Bruno, si vous avez pu suivre ce discours, quelles sont les informations finalement les plus importantes que le président a mis vraiment à la disposition de son argumentaire? Parce que il y avait une démarche, si vous tenez cette conférence de presse, il y avait un objectif, mais qui était quand même nourri par des informations dont il était détenteur, dont il avait l'exclusivité. Et c'est en donnant ces informations-là qu'il construisait un peu sa route vers son argumentaire. Qu'est-ce que vous avez pu retenir? Merci William. Avant d'en arriver aux informations, il faut d'abord noter que c'était une conférence particulière, je crois que José l'a dit. C'était une sorte de communication bilan avant d'arriver au projet de questions-réponses. Et personnellement, j'ai noté 12 informations principales. La première information, c'est que sur le plan d'abord du contexte, j'ai noté que c'était un point de presse historique, non seulement historique, mais assez global et suffisamment inclusif. Il a ramassé beaucoup de points sur le plan sécuritaire, politique, économique et même social. Je crois que c'était un point de presse qui était événementiel. L'avant-point de presse, je l'avais dit à l'exposition, répondait plutôt à 600. Contrairement à ce que à l'impression que nous avons tous, en réalité, le président de la République n'est pas muet. Il communique plutôt chaque année. Parce qu'il a une obligation constitutionnelle de s'adresser à la nation à travers la représentation nationale au moins une fois l'an. À des circonstances exceptionnelles depuis qu'il est au pouvoir, en tout cas depuis les élections. Son élection en 2006, il a toujours respecté cette tradition de s'adresser à la population à travers le Parlement réuni en congrès. Et ce sont des communications à part entière. Mais ici, la particularité, c'est qu'il y avait une interaction directe. C'est les débats. Il a voulu nourrir les débats. Oui, oui. La troisième information, c'est que le président a brossé un tableau sécuritaire du pays qui, à son avis, est globalement calme. À part les deux provinces troubles, il a notamment cité le Nord Kivu et le Sud Kivu, aujourd'hui en proie à des bruits de bottes et sous les menaces des professionnels de chaos, d'où les préparations de différents. La quatrième information, c'est que le président, on l'a senti. Il est attaché à la Constitution et à la démocratie. Qui pour lui est un passage obligé à la pacification, pour la pacification et le développement du pays. Donc, après, une fois, il a répété, il a dit c'est ma Constitution. Donc, il est attaché à la Constitution. Et nous allons comprendre pourquoi. Voilà. Et puis, il dit oui à la liberté de la presse et à la liberté d'expression, mais attention, il y a une zone rouge à ne pas franchir. Je crois qu'il a donné l'exemple d'un journaliste qui, après avoir vu toute la nuit, qui va faire le matin la programmation de sa cible. Ça paraît anodin, mais c'est quand même important. Ça nous permet, nous, les professionnels des médias, de se regarder en face, de faire une auto-évaluation et une évaluation sans composant pour savoir ce que nous faisons comme travail. Est-ce que nous n'avons pas déraillé? Est-ce que nous restons dans notre mission noble qui est d'informer les populations ou bien nous faisons autre chose? J'ai trouvé ça extrêmement important. Et cette remarque vienne d'un non-journaliste, ça devrait quand même nous interpeller nous-mêmes. On va peut-être viendra où on va faire l'autopsie de notre propre travail. Le président a fait une révélation. Ça, c'était quand même grave.
en novembre 2011, 2 semaines avant le scrutin, il y a la délégation de la communauté internationale pour être au moins public. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies est venu le voir après avoir vu d'autres candidats pour proposer le report des élections. Non, ça a donné des détails. Il a refusé. C'est que ça, c'est une information grave et une grande information parce que le président public n'a jamais su ça. Pourquoi il a donné, juste après il a expliqué qu'il voudrait que les élections soient une question de souveraineté et non une question de dictat. La 7e information, c'est que pour le président Joseph Kabila, la guerre contre les M23 et le défi de libération de la ville de Goma a été l'un des points qui ont fait que les élections ne soient pas organisées en 2016. Donc, ça s'explique pour des raisons budgétaires. Il y a beaucoup de moyens qui ont été alloués à cette guerre. Ça a fait retarder les efforts. Et puis il dit qu'il y a une 8e information, il y a moyen d'améliorer le processus électoral en cours. En félicitant celui qui aujourd'hui a atteint quand même un chiffre record de 46 millions d'électeurs, ça n'a jamais été atteint avant. Mais le président reconnaît qu'il y a possibilité d'améliorer le processus électoral parce que quand on voit la météo politique et sociale, elle n'est pas très très bonne. Et donc nous l'avons dit plusieurs fois dans cette émission, il y a possibilité de resserrer les lignes, de prendre une position beaucoup plus renforcée pour que les élections ne puissent pas donner lieu, pour reprendre les termes du président de la République, lieu à un deuil ou à un chaos, et que ce soit une fête nationale, une fête démocratique nationale, avec la proclamation des résultats. 9e information, à mon avis, là insiste pour qu'il y ait une coopération basée sur le respect mutuel. Pas de dictat, la main tu donnes oui, mais cette main ne doit pas être trop au-dessus. Une sorte de dignité pour le Congo, pour ne pas reprendre les termes de dignité pour la plus du livre. La 10e information, le président voudrait une MONUSCO beaucoup plus efficace. C'est pour Joseph Kabila, la MONUSCO a violé l'accord de siège. Et donc, il a l'impression que la MONUSCO devrait s'éterniser. Il est même allé plus loin pour dire qu'il n'y a pas un seul groupe armé que la MONUSCO a éradiqué. Chacun a demandé sur cette déclaration en ce sens, mais je crois que si on veut prendre les choses de manière simplifiée, ça veut tout simplement dire que le président Joseph Kabila voudrait une MONUSCO beaucoup plus efficace, beaucoup plus dissuasive et une MONUSCO attentiste pour être beaucoup plus clair. Et il n'est pas le seul à faire cette déclaration. Je me rappelle au cours d'une émission que j'ai présentée à la FFDA il y a 6 ans, Mme Polima-Pouta me disait elle a l'impression, Mme Polima-Pouta aujourd'hui sénatrice, elle a comme l'impression que les éléments qu'on nous envoie à travers cette MONUSCO sont d'une qualité militaire discutable, pour ne pas dire inférieure. Elle a fait un tableau de comparaison avec les éléments qui sont venus et qui étaient des robustes. On a dit que la MONUSCO, avec la guerre de Même, elle avait, avec les 3 premiers tirs, s'est dispersée déjà. Bon, c'est natural. On ne va pas aller sur le pied de travail qu'à la MONUSCO. On se souvient, dans la 2002, même avant 2002, il était difficile de se rendre dans des zones comme Kounia. La plupart des gens qui voyageaient, c'était par les avions de la MONUSCO. Ils se faisaient accompagner par des escortes militaires de la MONUSCO. Ils ont abattu un travail. Mais ici, par rapport au président, parce que nous parlons du point de vue du président, il estime que la MONUSCO devait être beaucoup plus efficace. La 11e et avant-dernière information, à mon avis, c'est qu'il y a nécessité, le président le reconnaît, de diversifier notre économie et de la formaliser. Il revient encore sur cette question. Les hydrocarbures, nous avons une production vraiment marginale. Tout le monde dit les mines, coltan et tout, diamant, mais il faut diversifier. Il a reconnu que l'agriculture devait être une priorité de priorité. La 12e et dernière information, à mon avis, c'est que les élections seront bel et bien organisées le 23 décembre 2018. Pas de référendum à la question de dans la Constitution, je crois qu'il n'a pas vu dans la calendrier proposé par la CENI de référendum. Donc, mais il y a un autre point important, c'est que le président insiste sur la responsabilité
dans les manifestations publiques. Répondant à la question des géopolices, et je pense des références publiques, finalement il faut trouver un juste milieu, parce que les manifestations publiques sont quand même une expression indéniable de la démocratie. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'on demande les autorisations des majorités de dire je ne prends pas acte, je ne prends pas acte, comme si on est allergique à ces dispositions constitutionnelles. Il faut quand même, à un certain moment, qu'on se mette d'accord, ok, vous voulez marcher, on détermine, on vous donne les pouvoirs triomphales comme lieu de manifestation, nous allons encadrer. Ok, là, il est tout à fait logique. Chacun doit assumer ses responsabilités. Les organisateurs de la manifestation, les manifestants, l'hôtel de ville, la police qui encadre. Et donc s'il y a des dérapages, il faut des sanctions. Et là, je crois que l'opinion publique a salué l'annonce par le président de la République de l'arrestation d'un policier qui a fait preuve d'un excès de zèle ou d'un dépassement. Je voudrais terminer en disant qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées par rapport au processus électoral. Et là, c'est un fait révélateur, le président a responsabilisé les 500. Application globale de l'accord, application intégrale, tout et tout. Parfois, on dirige tous les projectiles vers le président de la République, vers le gouvernement, mais le président a dit que les 500 doivent faire son travail. Et là, je voudrais inciter le travail des 500. Ce n'est pas seulement de parler de crispation, parce que finalement, on entend de plus en plus seulement, on se limite à la décrispation. Mais les 500, c'est quoi? C'est une sorte de comité international d'accompagnement, le CIAC qu'on a connu après l'accord global. Les responsables. Mener chaque jour avec l'accord global pour voir qu'est-ce qui est appliqué, qu'est-ce qui n'est pas appliqué, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'histoire. Merci beaucoup Bruno. Merci. On vous a laissé le temps vraiment de nous faire cette restitution. Et Bruno a retenu, c'est vrai, à ce qui concerne 12 informations essentielles. Je pense qu'il a brossé personnellement très bien ces situations. Pendant une heure, le président a parlé. Il y a eu des questions qu'on lui a posées. Il a répondu. Malgré tout, Jérôme, il y a quand même eu un vent, comme une forme d'insatisfaction dans plein d'opinions. Comme si, par rapport aux enjeux, certaines autres précisions devaient être données. Alors, quand vous analysez, vous, cette même conférence, en fonction des publics, surtout ceux à qui étaient adressés les messages, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Merci, William. Vous savez, lorsque vous ne parlez pas souvent et que vous parlez, tout le monde est curieux. Et surtout que lui-même a dit, on vous a tout dit sur la vérité. Il faut reconnaître ici qu'à la première diffusion, l'audimat de la chaîne nationale était au zénith. Tout simplement parce que quand on était là, plus ou moins, on savait que c'était les débats qui allaient s'exprimer. On n'avait même pas l'idée que c'est le président. Nous, on se disait, c'est un point de presse normal, du cap, mais aussitôt arrivé, on a vu les chefs de l'État débarquer. C'était la première surprise. Et il faut reconnaître que le président de la République s'est adressé à 3 cibles. La première cible, c'est le peuple congolais, pour le rassurer et surtout lui donner des gages, des garanties sur l'organisation des élections. La deuxième cible, ce sont ses adversaires politiques. Et dans cette cible, il ne faut pas seulement prendre des politiciens, mais il a mis là-dedans également l'Église et d'autres personnalités qui essayaient d'handicaper ce qui lui pensait être la bonne voie à suivre, d'essayer de compliquer un peu sa tâche. Et la troisième cible, c'est les partenaires. Là-dedans, vous avez la communauté internationale dans toute sa diversité, mais également la MONUSCO. Alors, en ce qui concerne le peuple, vous savez, lorsque le président de la République, j'ai senti d'abord qu'il s'est bien préparé. Il avait son carnet, et même si auparavant, juste d'entrer en matière, il voulait que les gens commencent à lui poser des questions, et par après, il a dit que bon, je vais vous brosser brièvement la situation. Il a brossé la situation en tenant compte des repères qu'il s'est lui-même fixé pour dire que là, je vais parler de ça, notamment la politique, les élections, l'économie, les sociales, les infrastructures, mais également le rapport que nous avons avec nos partenaires. Et pour une fois, je l'ai trouvé un peu tranchant, comme disait John, tranchant, direct, mais
un peu nerveux. C'est l'attitude de quelqu'un qui a beaucoup appris. On l'a tiré à boulet rouge sur lui. Il s'est contenu pendant 5 ans. Et alors, il s'est dit, bon, moi aussi, je vais parler. Et j'éprouve ça lorsque le modérateur lui demande d'arrêter. Elle lui dit que nous sommes dans l'idée. Non, il ne faut pas faire semblant comme si nous sommes en train d'esquiver les questions, même si vous et moi, peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion de poser des questions économiques, puisqu'on a insisté pour qu'on pose quand même des questions économiques. Donc, c'est un Kabila qui sort un peu de l'ordinaire. Et c'est quelqu'un qui parle rarement, il parle à travers ses discours, mais là, il nous a montré la face d'un autre président de la République qui gère en écoutant les autres, mais en essayant de protéger la souveraineté. Le plus grand message que moi j'ai retenu, c'est d'abord la prise en charge. Quand vous écoutez ces discours, c'est comme s'il disait que nous devons nous organiser pour financer nous-mêmes des élections. Et c'est parce que les gens pensent que les partenaires au développement ou les autres pensent qu'ils peuvent nous apporter ceci ou cela, alors ils viennent avec le chantage. Et c'est ainsi qu'il a commencé à démontrer que tel partenaire avait fait ceci, on est venu nous consulter pour qu'on organise pas, qu'on essaie de prolonger, la MONUSCO a fait ceci, alors il est allé dans cette direction, c'est pour demander effectivement un signal fort au gouvernement de pouvoir s'organiser. Et il insiste, il dit les élections organisées par les Congolais. Cela veut dire que nous devons nous préparer à prendre en charge la totalité des charges que nous devons. Parce que après un tel discours, on peut se poser des questions sur l'attitude de ses partenaires. Comment vont-ils réagir? Comment vont-ils réagir? Oui. Est-ce que la MONUSCO, quand bien même elle a réagi en disant que, écoutez, nous ne pouvons pas jouer le rôle du gouvernement, nous venons nous accompagnons et tout ça. Mais ce sont des vérités que les partenaires ne sont pas habitués à entendre de la bouche des candidats. Et même certaines informations qui étaient considérées comme des secrets d'État, entre guillemets, il les a mis sur la place publique. Donc c'est pour dire que voilà, moi d'abord, je ne refuse pas d'organiser les élections seront organisées, mais je ne voudrais pas que vous veniez avec du dictat pour nous imposer quoi que ce soit. Et, chers compatriotes, nous devons nous assurer. Merci beaucoup. Alors, il y a une ligne, qu'on appelle la ligne nationaliste, qui est revenue beaucoup dans cette édition. Le président Kabila est apparu en insistant sur l'exception, en disant ceux qui ne sont pas encore avec nous, c'est tous à l'exception de ceux qui veulent nous quitter. C'est comme si le combat permanent dans ce pays, sur lequel d'ailleurs Freddy revient constamment, c'est comme si le président l'a remis encore à l'ordre du jour. Au bout du jour, ce combat-là reste. On n'a pas avancé d'un coup dans le combat nationaliste. Oui, mais je pense que le président Kabila n'a pas changé. Il faut lire ses discours. Il a fait une interview chez Jeune Afrique Étudiant au mois de juillet 2001, 6 mois après la finale de Kabila. On lui pose la question. Quel personnage de l'histoire contemporaine admirez-vous le plus? Le président répond, il y a sur les murs, derrière mon bureau, un grand portrait du président Laurent Désiré Kabila, mon père. Et puis il dit, je compte en ajouter un autre, celui de Lumumba. Ce sont nos héros. Ça, 6 mois après sa prise de pouvoir. On lui pose une deuxième question. Quelle est la principale que on vous a léguée par votre père? Il répond, la détermination, savoir ce que l'on veut, s'en donner les moyens, ne pas dévier, aller jusqu'au bout. Donc là, il a déjà donné sa vision après 6 mois. Je voudrais avancer parce que très souvent, on ne comprend pas pourquoi son attitude envers l'Occident. L'Occident et ce qu'il a quand même adobé au début, qu'il a été l'ami de Louis Michel, de Jacques Chirac, de George Bush, et tout le monde l'avait quand même accepté. Non, on pensait même que c'était l'ami des Occidentaux. Non, nos amis occidentaux se sont peut-être qu'ils pensaient comme il était jeune, on pouvait le manipuler. Ils ont oublié qu'il a passé avec son père dans les
quand même cette information. Il ne fait pas du hasard, il ne fait pas du néant. Il y a Claude Bachmann qui a publié un livre sur vers une deuxième indépendance. Dans ce livre, Claude Bachmann une rencontre entre Karel de Gucht et Louis Michel. Karel de Gucht dit Kabila est incontrôlable. Il le compare à Lumumba, il le compare à Mfé. Il disait que c'était infusible, qu'on ne sait pas contrôler. Là, ça permet aux gens de comprendre son discours. Le Congo n'est pas à vendre. Là, vous pouvez traduire de notre manière, ne jamais trahir le Congo de musée. Là aussi parler, la Belgique doit comprendre que l'RDC n'est plus une colonie. Là où on trouve l'accent de Lumumba. Donc Kabila, vous ne connaissez pas, il est nationaliste, il s'est dit nationaliste progressiste. Et ce qui est intéressant de voir dans ce que le président a dit, il dit la Belgique doit arrêter de comploter contre notre pays et on a des éléments à l'appui. Ça signifie quoi? Il se prépare quelque chose en Belgique contre le Congo. Je pense que le journal Le Monde Afrique a publié le portrait de Moussa. Moussa dit très clairement qu'on prendre les armes. Et ça se passe où? En Belgique, ils étaient tous les opposants. Donc, il demande à la Belgique de comprendre que les choses ont changé. Il ne faut pas qu'ils jouent toujours un jeu dangereux. Ce qui est bon pour voir un peu ce que le président disait, il dit mais les gens qui nous donnent des leçons de démocratie, développement et autres, il faut que ça aide. Qui ont tué la démocratie dans ces pays? On a tué le Lumumba. Ils sont des Belges. Jusqu'à présent, l'impression que moi j'ai, les Belges n'ont pas encore changé leur grille de lecture sur le Congo. Ils ont encore la guerre froide. C'est terminé. Donc ce que le président dit, Kabila dit, c'est pour leur dire, c'est la fin des aventures de Tintin au Congo. C'est fini.